Et nous sommes de retour au Forum Zéro Carbone pour débattre désormais de la nécessité de choisir des matériaux biosourcés et géosourcés. Nous sommes avec Maud Copé, architecte, Jacques Baudrier, que vous venez de voir, mais si vous nous voyez en replay, vous ne l'avez peut-être pas vu, adjoint à la maire de Paris, chargé de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâtiment. Bonjour. Nicolas Prudhomme, directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales pour l'Union sociale pour l'habitat, USH, et Marc Vericchia, président du groupe Vericchia. On l'attendait depuis des années. Elle est enfin tombée il y a 2 semaines. Évidemment, vous voyez très bien de quoi je veux parler. La réglementation environnementale 2020, dite la RE 2020, pour tous les experts qui nous regardent ou qui ne nous regardent pas. Donc, cette réglementation environnementale, elle ne fait pas la part belle à l'électricité et aux matériaux biosourcés. Mais le gaz, on a évoqué le sujet avec Engie tout à l'heure, de même que le syndicat de la construction métallique, pour ne citer que lui, se sent exclus. Maud Copé, vous êtes architecte, vous travaillez avec des promoteurs comme Marc Vericchia, avec l'Union sociale pour l'habitat, ou même avant, on voit que c'est une fonction, la direction immobilière de l'État, Nicolas Prudhomme, ou avec des élus comme Jacques Baudrier. Est-ce que cette réglementation environnementale va dans le bon sens selon vous? Et vous, comment vous faites votre choix dans cette palette de matériaux? Bonjour, merci pour cette prise de parole. Je suis très fière aujourd'hui de représenter le métier de l'architecture. C'est quand même important de le signaler dans cette période un peu compliquée. Alors oui, la réglementation environnementale, la RE 2020, eh bien, je pense qu'elle va dans le bon sens et sans vouloir jouer avec des mauvais mots, dans le bon sens puisqu'elle fait appel au bon sens. C'est-à-dire qu'enfin, pour une fois, on va être tenus, nous les architectes, nous les acteurs de la construction, les politiques, les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, les filières industrielles et les filières artisanales, de tous ensemble, de pouvoir réinvestir la problématique de construire avec une obligation de résultat et non pas de moyens. Et j'insiste sur cette donnée-là, l'obligation, c'est l'objectif. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous ensemble pour pouvoir créer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'innovation. On va réinvestir aussi les habitudes qu'on a pu faire jusqu'alors, sans mettre tout à plat, et donc essayer de se rapproprier tous ces items-là pour pouvoir imaginer le bâtiment aujourd'hui et agir enfin dans un objectif de pouvoir créer des bâtiments qui vont pouvoir créer non pas seulement une empreinte carbone, au contraire on va la neutraliser, mais créer de l'énergie. Imaginez bâtir un bâtiment qui produise plus d'énergie qu'il n'en consomme, c'est quand même un sacré challenge. C'est une réalité déjà aujourd'hui? Oui, bien sûr, absolument. Et depuis quelques années, les architectes et la profession, on essaie de s'employer pour créer des astuces, pour créer des bâtiments à énergie positive. Alors, pour répondre à votre question sur la palette et comment on intervient, nous ne sommes pas des artistes, et ça j'insiste sur ce mot-là, nous sommes des architectes. C'est-à-dire que nous devons jouer entre la sensibilité, la technique et le contexte. Donc ce choix, eh bien, cette matière qui est pour moi essentielle, puisque l'architecte et la matérialité, elles ne font qu'une, eh bien la matérialité, on va l'utiliser, la matière, selon son propre rôle, son propre fonction. Est-ce qu'elle est structurelle? Est-ce qu'elle va être enveloppe? Est-ce qu'elle va loger des bâtiments qui vont accepter la vie, des lieux de travail, des équipements, etc. Cette structure, cette matière, elle va être porteuse? Est-ce qu'elle va être préfabriquée? On va investir le domaine de l'industrie pour pouvoir la mettre en œuvre? Et puis l'enveloppe, elle n'est pas forcément simplement un esthétisme, elle va apporter une philosophie, une identité forte. Parfois un immeuble doit disparaître, parfois il doit accepter une identité forte. Et donc c'est toute cette juste équilibre entre l'économie du lieu, la sensibilité et le territoire, le raccrochement au territoire qui est extrêmement important. Jacques Baudrier, on parle de territoire. Le patrimoine de Paris, c'est 5 millions de mètres carrés, 3600 bâtiments. Quand on s'est rencontrés pour la première fois en juillet dernier, au lendemain de votre nomination, vous m'avez dit on avance sur les matériaux biosourcés. Vous en êtes où aujourd'hui? On en est au point où de ce qu'on construit, mais déjà depuis 1 ou 2 ans, maintenant, et systématiquement, les matériaux biosourcés, c'est la norme, quoi. On est vraiment dans la construction du 21e siècle. La norme, c'est les matériaux biosourcés, géosourcés, c'est l'ossature bois, le chanvre, la paille, voilà. Et le moins de béton possible. Le béton bas carbone, alors c'est un mythe? Là, nous, on regarde tout ça, on analyse. Déjà, notre premier but, c'est, par exemple, on a construit notre premier bâtiment sans fondation en béton. Donc ça, déjà, ça c'est... En quoi alors? Avec des pieux vissés, c'est des technologies qui viennent de Sibérie ou du Canada. Donc, alors pour l'instant, on a le droit de faire que des petits bâtiments, mais comme on fait de moins en moins de parking, on a fait une annexe d'école, mais voilà, ça fait, on divise par 3, dans ce bâtiment, on a divisé par 3 le volume de matière à utiliser. Le poids de la matière à utiliser pour construire. Donc on essaie d'utiliser d'abord le moins de béton, et là on réfléchit, on travaille, on contacte les industriels pour
voir ce qu'il y a de plus intéressant comme béton moins carboné. Et ce que je constate, c'est que la recherche avance très vite. Et d'ailleurs, nos fournisseurs nous fournissent de plus en plus des bétons moins carbonés. Et tant mieux, je pense que ça va évoluer assez rapidement. Nicolas Prudhomme, vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'Union sociale pour l'habitat, qui représente le monde HLM. C'est quand même 15% de l'achat et de la production de logements en France. C'est bon de le rappeler. Vous allez lancer le 3 décembre prochain justement une école de la maîtrise d'ouvrage bas carbone. Et concrètement, à quoi ça va servir ? Alors peut-être revenir juste sur les éléments de contexte, effectivement avec quelques chiffres. Le mouvement HLM compte à peu près 5 millions de logements aujourd'hui, et donc le flux annuel de construction neuve est de 120 000 logements environ chaque année. Et ça représente en maîtrise d'ouvrage direct 15% du marché du collectif, et en achat par VFA à peu près 15% également. Donc on en vente en état futur d'achèvement. Voilà. Donc, oui, tout à fait. N'oubliez pas. Et donc on arrive à un volume assez conséquent, puisque c'est 30% en fait du logement collectif en France qui est à destination effectivement aux coproduits par le monde HLM. Alors l'idée, puisque nous sommes un mouvement qui a toujours été dans l'innovation, porteur d'innovation, c'est d'accompagner cette transition écologique par les meilleurs outils. Et donc c'est une montée en compétences qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'en tant que maître d'ouvrage, aujourd'hui, on change complètement de paradigme. On voit que la RE 2020 acte une nouvelle façon de construire, ça c'est clair, sur les matériaux, sur les vecteurs énergétiques, sur les choix, enfin, tout est revu. Et donc pour accompagner cette montée en compétences, nous avons décidé de la mise en place d'une école bas carbone, qui est montée donc avec des partenaires professionnels, très professionnels sur ces sujets, qui sont Carbone 4 et l'IFPEB. Et cette école... L'IFPEB, l'Institut français. C'est l'Institut français de la performance énergétique du bâtiment, donc des professionnels réputés, reconnus. Et donc cette école, elle permet d'une part de bénéficier d'outils, donc des outils d'aide à la décision sur le choix des bons matériaux, par exemple les éléments, donc choisir entre un plancher, des carreaux, de la céramique, de la pierre, etc., avec le rythme de renouvellement bien entendu de ces matériaux, leur coût et leur teneur en carbone. Et donc de pouvoir sur chaque élément du bâtiment, comme ça, choisir, faire le bon choix, optimiser. Également, cette école bas carbone possède des observatoires qui vont permettre, donc c'est un petit peu la logique de l'expérimentation plus et moins, c'est-à-dire de connaître le rendement entre guillemets d'un bâtiment, entre le carbone, l'énergie, son coût. Donc ces observatoires vont permettre de suivre une trajectoire. On va pouvoir tout le long mesurer comme ça quels sont les progrès qu'on fait et donc capitaliser intellectuellement sur les bonnes réussites. On crée également le lien avec les autres filières. Alors on ne va pas vivre dans notre seul monde. On a mis en place des briefs, donc c'est de la veille technologique en quelque sorte, pour regarder ce qui se fait chez les uns et les autres, dans le monde privé, ailleurs, en Europe, et pour arriver en fait à la meilleure performance en partageant ce savoir. Donc on espère arriver au mieux. Alors vous imaginez avec 30% du marché, oui. On espère très clairement en termes d'ambition être la locomotive du bas carbone en France et donc amener avec nous l'ensemble du marché rapidement. Marc Verrecchia, est-ce que le monde du logement est une locomotive de la transition écologique ? Alors, oui, c'est une locomotive. Nous défendons en permanence l'alliance des matériaux. D'ailleurs, c'est tout à fait notre quotidien, notre exigence à chaque instant depuis une trentaine d'années. Je dirais que dans cette matière-là, la pierre de taille que l'on utilise est un matériau vraiment aujourd'hui d'avenir parce qu'effectivement, elle définit une empreinte carbone extrêmement faible. Elle était là avant nous, cette pierre, elle sera là après nous. On a quand même, c'est aussi du bon sens, l'écologie. Et puis cette pierre de taille, elle incarne véritablement le savoir-faire et puis l'héritage français. Elle a aussi en plus des caractéristiques très particulières. Elle a une très forte inertie. Elle a un mode de construction extrêmement simple, c'est-à-dire que dès l'extraction sur la carrière jusqu'à la pose, on a une transformation très très faible par rapport à ça, donc elle est pérenne, elle est locale, elle est naturelle, voilà. Et puis elle a un confort d'été des moindres, non pas des moindres, je dirais que si on va l'été en vacances dans une maison en pierre de taille, eh bien on a toujours cette impression, quand on rentre dedans, d'avoir cette qualité de fraîcheur, donc c'est aussi du bon sens. Et donc ce matériau géosourcé doit être mis en avant par rapport à ça. Nous sommes acteurs importants sur l'île de France, et nous possédons une carrière de pierre de taille à 40 km de Paris, donc ça veut dire qu'on a un véritable cirque court. Le cirque est très important par rapport à ça. Et cette matière représente une filière, je dirais même oubliée, j'entends la page, j'entends Pourquoi le poids. Vous estimez qu'elle est oubliée ? Parce qu'on n'en parle pas. Regardez sur le plateau pour l'instant, on n'a pas vraiment parlé de cette matière, alors que sur Paris, on entoure complètement, il est entouré de pierre de taille. Et puis,
Aujourd'hui, on l'a fait réanalyser, on l'a vraiment actualisé pour redonner du sens à ce matériau qui est purement d'avenir. Et cette matière a une filière derrière elle importante. Il y a combien d'emplois, active. Alors, on n'a pas énormément d'emplois parce que chaque carrière utilise 20, 30, 40 personnes pour l'instant. Et puis, elles ont été fermées, mais pas épuisées, hein, parce que évidemment le lobby du béton et tout ce qui était béton à un moment a mis le devant de la scène. Et aujourd'hui, effectivement, on revient à des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, c'est aujourd'hui le grand retour pour moi de la pierre de taille et de ces filières qui est française, locale, et qui est génératrice d'emplois futurs. On a vraiment un potentiel très important par rapport à cela. Maud Cobé, est-ce que vous avez le matériau que vous privilégiez ou c'est plutôt le bon matériau au bon endroit, votre approche? Oui, clairement, ce sera surtout le bon matériau au bon endroit. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de... Et je m'adresse aussi à Marc, quand vous évoquez le fait qu'on n'a pas encore parlé de la pierre. En fait, si, on va en parler et on en parlera toujours. Et il y a la pierre, il y a la terre, donc les matériaux qui sont géosourcés, il y a le bois, on en parle depuis quelques années maintenant, et puis il y a d'autres matériaux qui sont issus de la nature, qu'elle soit végétale ou animale, mais il ne faut pas oublier les autres, c'est-à-dire tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent. Alors je sais que le béton est un mot qui fait un peu mauvais genre en ce moment et on n'ose plus le prononcer, le métal également. Si même on entendait souvent que le béton était le diesel du bâtiment. Oui, alors j'ai envie d'être un peu opportuniste dans ma réponse et j'ai envie de dire qu'il faut peut-être décloisonner tous ces mondes, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, tirer parti du meilleur de chaque industrie, l'industrie de masse et puis l'industrie artisanale, et peut-être que l'artisanal, la pierre par exemple, ou la terre, excusez-moi, reste encore complexe en termes de mise en œuvre parce que nos artisans ne sont pas encore assez formés. Alors profitons effectivement pour créer de l'emploi et sensibilisons ces acteurs de la construction à se réapproprier la technologie qui était à l'époque, qui existe depuis toujours, hein, la technologie universelle, j'ai envie de dire. Mais ouvrons tous les paradigmes pour pouvoir imaginer des matériaux qui seront peut-être composites et qui permettront à un endroit d'apporter la meilleure réponse, la réponse technique, architecturale et sensible, mais également en termes d'usage et en termes de géographie. Mettre du bois dans un univers où on n'est pas... on va venir importer à des milliers de kilomètres, le bois est encore une hérésie, donc on va essayer d'organiser la filière, et Dieu sait qu'il faut qu'on la boue, cette filière bois. La terre, on aimerait inventer des bâtiments qui soient forcément un peu plus accessibles, parce que le temps qu'on va passer à compacter ce grain, ce sable, etc., eh bien, il a un coût, et malheureusement, on a cet objectif tous ensemble de pouvoir créer un équilibre entre le coût, la fonction et l'usage. Donc, où est-ce qu'on met le curseur? C'est pas facile, et nous, les architectes, on est un peu entre deux de tout ça. Donc il faut porter cette ambition, démocratiser, donc la rendre plus accessible pour tous. Et puis après, je parle de toutes les autres filières-là. Regardons ce qui se passe dans nos régions, l'architecture vernaculaire, dans les pays à l'étranger, etc. Et j'ai envie de dire, moi, à chaque fois qu'on nous pose une question, on essaie de s'ancrer la notion de contexte. Nous sommes des architectes, nous devons contextualiser notre architecture à l'endroit où nous sommes. Donc se rattacher à l'humain et à la nature et essayer de concrétiser cet ensemble. Jacques Baudrier, je crois que vous avez un démonstrateur justement aussi des matériaux à Porte d'Ivry. Est-ce que vous intégrez aussi ces paramètres géographiques de territoire dans ces approches? Autant que possible. D'ailleurs, on a beaucoup de contacts avec les interprofessions, hein, franciliennes ou nationales. On utilise aussi de la pierre, hein, vous en faites pas. Je peux rassurer, c'est juste... Voilà, non mais... c'est bio et géosourcé, il y a bien sûr la pierre, la terre coulée, enfin les briques de terre crue, la paille, le chanvre, le bois, on entend beaucoup parler du bois. Non, il y a au moins une palette de 5 matériaux à minima. Il faut vraiment avoir une approche holistique des matériaux géosourcés et biosourcés. Je pense que l'Alliance est effectivement le vrai pari de la RE aujourd'hui, c'est justement de trouver une complémentarité par rapport à chaque matériau, et chaque matériau au bon endroit et au bon moment. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on arrivera à faire un bâtiment plus durable, plus pérenne, plus résilient. Effectivement, allons beaucoup plus loin. Je pense que le bas carbone et la réponse des émissions de gaz à effet de serre n'est pas sur une seule voie. Il faut avoir plusieurs voies. Donc la solution ne peut pas être unique, c'est vrai. Et nous, on le voit bien, la pierre de taille, si vous voulez, sur les extérieurs, déjà, elle est pérenne, elle est durable dans le temps. Et puis, elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ce que j'appelle un matériau sandwich. Hein. Quand elle sort de la carrière, elle arrive sur le chantier et elle n'a besoin d'elle-même, puisqu'elle fait 23 ou 25 cm d'épaisseur. Donc sur une façade, je pense qu'elle est vraiment au bon endroit.
Et Marc, justement, alors, Jacques Baudrier, Pardon, excusez-moi. pour revenir à cette école démonstratrice, justement, Porte d'Ivry, vous pouvez nous en dire un mot justement pour préfigurer la ville de demain. Oui, ce qu'on essaye de faire justement, c'est utiliser déjà le moins de matière. Hein, dans cette annexe d'école, si on l'avait construite de façon classique en béton, elle aurait fait 1300 tonnes de matériaux, elle aurait utilisé 1300 tonnes de matériaux, là elle a utilisé 300 tonnes. Voilà, donc déjà, la baisse des émissions de carbone, c'est déjà d'utiliser moins de matière. Donc c'est la base. Donc ça c'est déjà très important. Et après, tout ce qu'on a utilisé, on a essayé de... C'est vrai que la filière bois dont on parle beaucoup, il y a un sujet pour trouver du bois local. Hein, et ça a été possible pour un certain nombre d'essences, mais on essaye, toutes nos équipes d'architectes qui sont de notre maîtrise d'ouvrage public, nos bâtiments, on a de nombreux spécialistes, nombreux et nombreux, beaucoup de femmes d'ailleurs, de fait, comme madame, une équipe très féminine, et donc on a toutes les expertises. Alors pour le bois, il y a vraiment un sujet de structuration de la filière pour qu'on ait toujours plus du bois local. La paille, là en Ile-de-France c'est très facile, il y en a plein. Le chanvre, il y a de plus en plus la production qui se développe, on a des liens avec l'interprofession francilienne, il y a une usine là qui est en construction pour des panneaux de chanvre en béton de chanvre. Et puis bien sûr il y a la pierre. Alors là ça manque un peu d'interprofession francilienne. On est là pour ça, pour répondre justement, parce que on est le savoir-faire. On est plutôt en lien avec des acteurs nationaux, hein, mais avec qui on travaille. Donc voilà, systématiquement on recherche des matériaux bio et sourcés, et puis de l'achat local. Et la terre, il y a une opportunité énorme, c'est le Grand Paris Express. Donc il y a 45 millions de tonnes. Oui. 45 millions de tonnes de gravats. Donc la terre qu'on a utilisée dans notre démonstrateur, elle vient évidemment de gravats du Grand Paris Express. Nicolas Prudhomme, pour apporter votre pierre à l'édifice, si j'ose dire, est-ce que vous allez plutôt être bois français ou bois autrichien, parce qu'aujourd'hui il est très autrichien, pour changer un peu de la pierre de taille? Alors sur le bois, aujourd'hui on a de tout. On arrive à trouver du bois français, mais effectivement sur une filière qui n'est pas organisée en termes de volume pour une massification. On essaie de trouver des acteurs locaux, mais malheureusement très souvent sur les constructions bois, on assiste à ce qu'on connaît, c'est-à-dire des allers-retours vers l'Autriche ou vers la Pologne. Alors quand je dis aller-retour, c'est parce que parfois le bois est produit, même très souvent, est produit en France et ensuite traité à l'étranger dans l'Union européenne, transformé. Et donc revient, et ça pose la question d'ailleurs de la prise en compte dans le bilan carbone de ces transports. Donc c'est effectivement le géosourçage qui a du sens à ce moment-là. Et la difficulté, c'est que les bases de données sur lesquelles on peut s'appuyer justement pour comparer entre guillemets toutes les solutions constructives ne prennent que très rarement en compte la notion de transport. C'est-à-dire on est vraiment, donc Basignes, etc., qui sont des bases de matériaux avec leur composition carbone, vont surtout référencer en fait le produit lui-même, et pas la notion de transport. Et là, on a une difficulté, donc une évolution nécessaire à mettre en place pour pouvoir travailler sur des bilans carbone globaux en fait dans les opérations, et pas simplement à l'échelle effectivement des matériaux qu'on choisit à un instant T. Et justement, est-ce que l'objectif aussi, c'est de prendre des matériaux là où ils sont, au plus près des opérations de construction? Alors tout à fait, le bon sens serait de les prendre là où ils sont. Mais à nouveau, c'est une question d'équation carbone globale. C'est-à-dire que si on a un transport qui est très peu coûteux en carbone, on peut ne pas se priver, entre guillemets, de les faire venir de plus loin. Donc on est vraiment sur cette équation qui doit prendre tous les paramètres et qui malheureusement aujourd'hui est à plusieurs inconnus par manque d'information, par manque de recollement. On peut avoir, je prends un exemple très simple, des équipements classiques pour un immeuble qu'on va acheter, qu'on pense fabriquer en France et qui à un instant T vont être fabriqués dans un autre pays de l'Union européenne et arriver peut-être par des véhicules diesel ou autres. Et donc on arrive à des catastrophes entre guillemets, mais qui ne sont jamais chiffrées en vrai. Donc il va falloir à un moment ou à un autre avoir une logique de traçabilité finalement des matériaux qu'on va utiliser ou des éléments qu'on va utiliser à la construction. Maud Cobé, est-ce que vous prêtez une attention particulière justement à toute la chaîne, j'allais dire la chaîne logistique parce que c'est la table ronde suivante, mais à toute la chaîne justement de valeur des matériaux? Oui, bien sûr. Alors comme je suis praticienne et que quelque part on parle mais on agit en construisant, le constat depuis ces 15 petites années de ma pratique personnelle en tout cas et de mes collaborateurs en architecture, que ce soit la conception sur le chantier, le constat c'est que de plus en plus malheureusement on fait face à une multiplication des réglementations qui souvent sont pensées par un pays anglo-saxon ou un autre pays qui n'est pas forcément le nôtre et donc qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc à force de cumuler toutes ces réglementations, on finit par s'y perdre et elles deviennent souvent complètement paradoxales.
On parle de bâtiments avec des matériaux biosourcés. La géolocalisation, ça peut être aussi de dire, on va peut-être réemployer finalement le matériau qui existe sur place. Donc pourquoi elle est encore creusée, pourquoi elle est encore excavée, pourquoi elle est encore découpée, si finalement ce bois, cette terre, ce métal, etc., enfin en tout cas on ne pourra pas le réemployer. Donc profitons de cette époque où on est capable de numériser toutes les informations pour créer une base de données par endroit, par ville, par région, etc., qui à l'instant T dira, voilà, je vais désosser ce bâtiment-là, il y a certains matériaux qui sont biosourcés, certains matériaux qu'on va pouvoir réemployer, etc. Et donc, soyons aussi malins pour ne pas aller encore casser, mais plutôt récupérer et redonner une nouvelle vie. Donc il y a le réemploi et enfin, je termine, excusez-moi, il y a la notion aussi dans la conception d'un bâtiment de le rendre réappropriable, réutilisable, réversible. Pensons des bâtiments avec des matériaux biosourcés et autres qui pourront permettre d'avoir des usages différents dans le temps et dans une court et dans un long terme. Donc il y a vraiment la notion d'usage qui est extrêmement importante. Arrêtons de penser simplement bâtiment, mettons de la vie et analysons cette vie comme étant un avantage et non pas un inconvénient. Le recyclage urbain tel qu'on l'entend parfois, c'est pas un vœu pieux pour l'instant? Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que je déménage, je prends mes affaires, combien de fois on a un vieux canapé, on ne sait pas quoi en faire, on le laisse dans la rue et au bout de 2 secondes, il disparaît. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer, je ne sais pas, j'improvise là, mais voilà, des plateformes de logistique urbaine? On sait qu'on travaille de plus en plus, les architectes ont fait de plus en plus de la logistique urbaine pour travailler localement, près de chez soi, à la campagne ou à la ville, en métropole ou autre, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes, il y a aussi les petites villes et les villes diffuses, des lieux où on va pouvoir récupérer, recycler, réemployer. Marc Verrecchia, est-ce que justement vous assurez de la traçabilité de vos pierres de taille, de la production au site de livraison? C'est par l'expérience, le savoir-faire, le contrôle, si vous voulez, de la carrière dès son extraction, par son transport. Et puis, effectivement, la pose, qui est relativement simple et qui donne une filière courte et relativement sèche et qui utilise très peu d'énergie grise par rapport à ça. J'entendais justement le recyclage des pierres, et la pierre, effectivement, elle est géosourcée. C'est une matérielle qui est issue du minéral, donc elle peut se réemployer sur 10 ans, 20 ans, 100 ans, 200 ans. Donc c'est aussi une grande profondeur par rapport à ça, et je pense que la RE doit prendre effectivement dans sa mode de calcul ce genre de choses, parce qu'on peut complètement la réutiliser. Et puis moi je parle d'architecture aussi, Maud, parce que je pense qu'on est aussi en France et que l'architecture, on doit laisser une trace, on doit laisser quelque chose d'important, et que quand on peut conjuguer toutes ces choses-là pour un zéro carbone, eh bien il ne faut pas hésiter de mettre le bon matériau au bon endroit, et que la pierre, si vous voulez, à ce niveau-là, je ne pense pas que depuis 100 ans nous avons détruit les bâtiments parisiens. Je pense qu'ils vont encore vivre pendant 100 ans. Donc, je pense que 100 ans est court, et 200 ans, c'est encore mieux pour justement rendre pérenne, encore plus pérenne, nos bâtiments et la réutilisation de ces matériaux. Je rappelle que la pierre de taille peut s'utiliser sur n'importe quel type de façade et n'importe quel type d'architecture. On n'est pas enfermé sur l'haussmannien. L'haussmannien est un style architectural. La pierre de taille est une pierre naturelle, un bon escient par rapport à ça. Donc c'est vrai que ce contrôle, et puis c'est un contrôle qui est immédiat. On parle aujourd'hui de zéro carbone, d'agir immédiatement sur la construction. J'entendais tout à l'heure, Nicolas, ce que vous disiez par rapport à aller faire des allers-retours. On n'a pas besoin d'allers-retours. On n'a qu'un aller simple de à peu près 30 ou 40 km. Et puis dans toute la France, il y a des pierres, on a de la matière qui est sous-jacente et qui est là et qui est présente. Il suffit juste de remettre le clic, et nous on peut pas nous dire ça non plus. Ça fait 30 ans qu'on construit et qu'on maîtrise le coût, la construction et effectivement cette pérennité. Donc je pense que cette addition de force, effectivement, par rapport à cette matière, et on n'est absolument pas des ayatollahs ni sur la pierre de taille, on va vraiment vers les autres matériaux. On a cette capacité à pouvoir bien additionner les choses, voilà, et le plus rapidement possible pour répondre effectivement à ces exigences qui sont immédiates. Et la pierre peut la prolonger sur 100, 200, 300 ans. Voilà. Un dernier tour de table en 4 minutes, donc 1 minute chacun, pour avoir une idée justement pour doper ces matériaux biosourcés et géosourcés. Jacques Baudrier. Je pense que il y a beaucoup d'acteurs du bâtiment qui ont réagi à l'ERE 2020 en disant qu'il y avait un différentiel financier. Moi, il y a quand même un sujet de compétitivité prix
face au béton, au ciment, et il y a besoin de mesures fiscales. Hein. Nous, On y revient. On y revient, mais enfin, l'expérience prouve que s'il n'y a pas de politique fiscale, on n'y arrive pas. Donc nous, on propose en tant qu'élu communiste la TVA à 5,5% sur les matériaux bio et géosourcés, et puis une TVA, par exemple, plus importante sur le ciment et le béton. Il y a besoin, y compris à coût nul, pour les finances publiques, mais on a besoin d'incitations fiscales, parce qu'aujourd'hui, le temps que les filières ne sont pas encore parfaitement constituées pour certaines, il y a un différentiel de prix qui est quand même non négligeable, que nous on assume en tant que ville de Paris, mais que tous les acteurs ne peuvent pas totalement assumer. Donc ça me semble être la priorité. Il ne faut pas que des vœux pieux, il faut aussi une politique fiscale. Nicolas Prudhomme, c'est la bonne approche selon vous? Alors, moi, le fiscal, je ne suis pas nécessairement... Voilà, vous avez travaillé avec c'est un autre sujet. Pour moi, je pense que l'idée force pourrait être de sortir du dilemme de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire qu'on attend d'un côté que la maîtrise d'ouvrage commande, entre guillemets, ou développe les marchés qui sont en face en les massifiant finalement. Et l'inquiétude de la maîtrise d'ouvrage, c'est de ne pas rencontrer en fait un marché en face ou le rencontrer à un prix tel par finalement la pénurie, par le manque d'industrialisation de ces filières. Et notre idée, c'est effectivement, par le biais de cette école bas carbone que j'évoquais préalablement, de créer cette discussion avec le marché et d'une part rassurer le maître d'ouvrage sur la future disponibilité, l'industrialisation de ces filières et rassurer, accompagner les filières de l'autre côté sur le développement de leur activité. Le sujet peut porter par exemple sur l'obtention d'autorisation. Vous savez que ces matériaux, à un moment ou à un autre, doivent être autorisés par le CSTB sous forme, alors, ce qu'on appelle techniquement des ATEX, etc., qui peuvent être coûteux. Et donc d'accompagner effectivement la mise en place de ces filières et de ces industriels pour la massification de ces nouveaux produits peut être une solution, de mon point de vue, pour permettre un déploiement rapide des matériaux biosourcés, géosourcés. Alors bien entendu, il y a les solutions traditionnelles qui n'ont pas besoin, entre guillemets, d'aide, mais pour tout ce qui va être nouveau, vous en avez cité un certain nombre sur le chanvre, etc. Nous, on en a vu d'autres avec juste la coque, par exemple, du blé. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites, des extractions de matériaux, etc. On a besoin, effectivement, de ces certifications. Et donc là, il y a un travail. Donc les filières ne vont pas certifier si elles ne sont pas sûres d'avoir un débouché. Et tant que les filières ne sont pas sûres, en même temps, le maître d'ouvrage n'est pas sûr lui de trouver les matériaux en face. Donc il faut créer ce lien. À propos de certification, il faut un nouveau label, Marc Verrecchia? Ah oui, moi je suis pour le label géosourcé de la pierre de taille, évidemment. On est prêt, on a effectivement... alors, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, on a tout ce qui est fiche FDES qui nous permettrait effectivement d'avoir ce label et de construire les choses. C'est pour ça qu'on l'a noté sur l'empreinte, cette faible empreinte carbone. Mais pour en revenir à la question posée, moi je suis entièrement d'accord avec Jacques sur effectivement les nécessités de repousser, d'inciter les choses. Et puis, Verrecchia a fait aussi une fondation qui est tournée vers la formation effectivement des métiers, parce que je pense que pour le contrôle du prix de vente et du prix de revient, surtout le prix de revient, eh bien c'est le savoir-faire. Et en France, on a beaucoup de choses qui ont été oubliées, et ce savoir-faire-là permet effectivement de trouver avec nos ingénieurs des solutions plus faciles, plus pérennes, et donc justement plus rentables. Donc on a beaucoup pensé effectivement que la simplification aujourd'hui, pendant des années, était la solution. Aujourd'hui, eh bien il faut se recreuser un peu la tête. Et on verra que même 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ça permet de retrouver des coûts de construction qui sont solides et pérennes. Nous, ça fait 30 ans qu'on le fait. Donc, voilà. Merci. Je dirais simplement qu'il faut prendre le temps sans vitesse et pas confondre la vitesse et la précipitation, faire un état des lieux de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, de réconcilier la tradition et la modernité, de réconcilier la densité et la naturalité, de réconcilier la vitesse et je dirais le temps qui s'écoule au quotidien pour pouvoir injecter de manière poétique du bon sens dans notre architecture, dans nos bâtiments et ne pas oublier qu'en fait on a tous un objectif, c'est de créer des lieux où il fera bon vivre. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.